RLF de l'invitation à cet enseignement supérieur de réanimation consacré à la prise en charge du SDRA sévère pour discuter avec vous du décubitus ventral au cours du SDRA. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation. Et ce que je voulais essayer de faire avec vous pendant 15-20 minutes, c'est d'embrasser un petit peu les 40 ans qui viennent de s'écouler, depuis la première recommandation d'un pédiatre réanimateur de Toronto qui, au passage, est l'inventeur de l'HFO, Charlie Bryan, qui recommandait de tester chez ses enfants avec une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante une mise en décubitus ventral pour essayer d'améliorer l'oxygénation de ces patients en espérant, enfin en hypothésant qu'on aurait une amélioration de la ventilation dans la région dorsale une fois qu'ils auraient été placés en décubitus ventral. Donc, c'est la première trace dans la littérature du décubitus ventral dans le SDRA jusqu'à l'essai randomisé qu'on a conduit et publié donc l'an dernier dans le New England Journal of Medicine. Donc tout d'abord, quel est le rationnel finalement pour positionner sur le ventre un patient avec SDRA? Il y a deux types de rationnels qui finalement, au cours du temps, vont s'entrecroiser. Donc il y en a un, le premier historiquement, qui était prévalent, c'est l'amélioration de l'oxygénation, de telle sorte qu'au départ, positionner un patient en décubitus ventral, c'était chercher à éviter qu'il meure d'une hypoxie sévère. C'était un traitement de sauvetage devant une hypoxémie extrêmement sévère. Et on sait maintenant, et on en reparlera, que ce rationnel est moins important par rapport au deuxième rationnel qu'on verra dans un deuxième temps. Alors, pour étayer ce rationnel, il y a dans la littérature énormément de cas cliniques, de case reports plus ou moins importants en nombre, qui montraient donc une amélioration effectivement très fréquente, parfois dramatique, de l'oxygénation sanguine avec la mise en décubitus ventral, donc qui ont testé l'effet de la séance décubitus ventral. Donc il y a beaucoup de publications. J'ai extrait de la littérature cet article scandinave, Margaret Muir, chez 13 patients avec un SDRA surtout secondaire ou post-traumatique, où vous voyez que les patients étaient ventilés plutôt avec une PEP basse et une FiO2 élevée. Et vous avez ici les données individuelles des rapports PaO2 et sur FiO2 de ces malades. Vous voyez, sur 11 patients, on a des P sur F qui sont inférieurs à 100, parfois inférieurs à 50. Et si vous regardez ce malade, vous avez, après la mise en décubitus ventral, une multiplication par 6 du rapport PaO2 sur FiO2 qui passe de 50 à 300. Sous l'effet donc du décubitus ventral. Et j'ai copié-collé pour vous donc la conclusion de leur article qui disait que finalement le décubitus ventral devrait être un traitement de première ligne au cours du SDRA avant des traitements plus compliqués comme le monoxyde d'azote inhalé ou l'ECMO. Et donc ça c'était il y a pratiquement 17 ans. Alors on fait un petit saut dans le temps pour venir plus récemment avec l'époque des essais randomisés, on en reparlera après. Cette fois-ci, on ne regarde plus la séance de décubitus ventral, mais le bras, c'est-à-dire le décubitus ventral en tant que groupe. Et donc le risque, la chance, la probabilité d'avoir un rapport PaO2 sur FiO2 meilleur quand on est dans le bras décubitus ventral ou dans le groupe décubitus ventral par rapport au groupe décubitus dorsal, il est significativement plus élevé. On a un risque de 30 à 40% plus important d'améliorer son oxygénation à J1, J2, J3, donc dans les différents essais randomisés qui ont un groupe de contrôle qui reste sur le dos. On revient un petit peu en arrière, donc par cette autre publication donc, du groupe de Gattinoni qui rapporte une série de cas cliniques dont le but était de mettre en évidence qu'effectivement le décubitus ventral améliorait l'oxygénation chez des SDRA sévères. Donc vous avez aussi 13 patients, comme dans l'article de tout à l'heure, qui étaient surtout cette fois-ci des SDRA primaires, et qui recevaient donc plutôt, eux, des PEP élevés et des FiO2 basses. Alors, l'intérêt de cet article, c'est pas tellement sur les 13 cas qui, à l'époque, donc c'était il y a 25 ans, montraient des preuves supplémentaires de l'effet de la séance de décubitus ventral, mais c'est d'avoir réalisé des scanners. Des scanners non seulement sur le dos, à l'époque c'était pas très fréquent, mais également sur le ventre. Et donc, ils ont fait un scanner chez ce patient numéro 4, qui recevait une PEP de 10 cm d'eau et une FiO2 de 60%. Et vous voyez que sa PO2, elle double pratiquement entre le décubitus dorsal et le décubitus ventral, dans le même temps où les densités postérieures, donc dans les régions dorsales ici sur le dos, sont redistribuées dans les régions ventrales, dans les régions antérieures. Mais ils ont aussi fait un scanner sur le dos et sur le ventre à ce patient numéro 9, qui recevait également une PEP de 10 cm d'eau et une FiO2 de 60%. Et chez ce patient, pour une redistribution assez similaire des densités postérieures des régions dorsales vers les régions ventrales, bien la PO2 au contraire chute de près de 40%. Donc ces constatations initialement qui étaient
qui était fondée sur une observation clinique basée essentiellement sur l'oxygénation sanguine. Il y a eu 2 scanners faits comme ça un peu par hasard. Les a conduits à réaliser donc une étude systématique du scanner au cours du SDRA, en rouge ici, mais également chez des sujets normaux. Et ils ont exprimé ici leurs résultats sous forme du rapport gaz sur tissu. Donc plus ce rapport est élevé, plus il y a de gaz par rapport au tissu. Et vous voyez dans le groupe ici décubitus dorsal, ce rapport diminue progressivement, donc il y a de moins en moins de gaz, plus en plus de tissu, au fur et à mesure qu'on va dans les régions postérieures. Donc on a une perte d'aération progressive sur un axe antéro-postérieur. Et quand ces mêmes malades sont remis sur le ventre et sont rescannés, eh on voit que dans ces régions postérieures, on a une augmentation du rapport, donc on a une réaération, on a un recrutement dans les régions postérieures, mais vous voyez qui est contrebalancé par une diminution du rapport gaz sur tissu dans les régions antérieures. Donc on a un dérecrutement dans les régions antérieures. Et au final, vous voyez que la distribution de ce rapport gaz sur tissu, donc finalement la distribution de l'aération pulmonaire dans un axe antéro-postérieur, eh bien, est homogénéisée du fait de la mise en décubitus ventral par rapport au décubitus dorsal. De telle sorte que l'amélioration de l'oxygénation sanguine, qui est due à une diminution du shunt intrapulmonaire, il est dû à la conjonction de 2 facteurs. Premièrement, un recrutement dorsal supérieur au dérecrutement ventral, donc un effet net sur l'aération, plus la persistance d'une perfusion dans les régions dorsales qui sont mieux ventilées. De telle sorte donc que la diminution du shunt intrapulmonaire, il résulte de plus de ventilation dans des zones qui sont encore perfusées, et la persistance de la perfusion prévalente dans les régions dorsales, même en décubitus ventral, donc ça a été confirmé par de nombreuses études, surtout expérimentales, mais également humaines. Alors, le deuxième rationnel, donc pour mettre sur le ventre un patient qui a un SDRA, c'était un rationnel mineur au début, ça devient un rationnel majeur maintenant, c'est la prévention des lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique. Donc pour ça, on a des preuves directes. Finalement, la meilleure façon de le démontrer, c'est de prendre des poumons normaux et de les massacrer avec des grands volumes courants, donc 77 ml par kilo, pour générer une pression transpulmonaire de fin d'inspiration, une pression plateau transpulmonaire de 35 cm d'eau. Vous faites ça à des chiens pendant 6 heures, et donc vous avez ici, macroscopiquement c'est très très visible, les lésions de nécrose hémorragique des régions postérieures et des régions antérieures du poumon, avec ici la correspondance histologique dans les régions antérieures et dans les régions postérieures. Et puis quand vous prenez un autre groupe d'animaux, de chiens, à qui vous appliquez pendant les mêmes 6 heures les mêmes 77 ml de volume courant pour générer la même pression transpulmonaire de 35 cm d'eau, vous avez cet effet-là. C'est assez parlant macroscopiquement, et on a également la correspondance histologique ici en jaune, donc avec une réduction des lésions histologiques d'agression pulmonaire induite par la ventilation mécanique. Et le point important, on retrouve cette notion donc d'homogénéisation. On a vu l'homogénéisation de la densité tout à l'heure. Là, on a une homogénéisation sur un axe antéro-postérieur des lésions pulmonaires induites par les grands volumes courants. Et donc, il y a d'autres grandeurs physiologiques majeures qui sont également homogénéisées par le décubitus ventral. On a vu les densités, la ventilation pulmonaire, donc c'est été mis en évidence avec Jean-Christophe Richard dans notre laboratoire chez l'animal, mais aussi chez l'homme par d'autres auteurs. La réduction, l'homogénéisation du shunt intrapulmonaire, également mis en évidence dans cette étude expérimentale, et de la pression transpulmonaire. De telle sorte que finalement, le décubitus ventral, il va homogénéiser ses grandeurs et il va préparer le poumon à recevoir le stress et le strain dû à la ventilation mécanique. Il va faire en sorte que finalement, ce stress et ce strain vont être distribués de façon plus homogène au sein du poumon grâce au décubitus ventral par rapport au décubitus dorsal. Et par ailleurs, globalement, donc indépendamment d'un effet régional, le stress et le strain global sont réduits en décubitus ventral par rapport au décubitus dorsal. Donc ça a été montré par Mentzelopoulos en utilisant des méthodes de mécanique ventilatoire classique, je dirais. Et puis on a 2 études scanographiques récentes. Donc cette première étude qui montre qu'en décubitus ventral ici, par rapport au décubitus dorsal, on a plus d'aération, on a un compartiment aéré qui est plus important, parce qu'on a un compartiment non aéré qui est moins important et un compartiment pauvrement aéré qui est moins important. Donc on a du recrutement alvéolaire associé à moins de surdistension. Donc on a un bénéfice sur les 2 tableaux, on recrute du tissu pulmonaire et on réduit la surdistension par rapport au décubitus dorsal. Donc là, la limite, c'est que ces études sont faites avec des sujets pris pour leurs propres témoins, et ils ont observé que finalement ces bénéfices étaient plus fréquents dans la forme lobaire
par rapport à la forme diffuse de SDRA. Ça a été confirmé dans une étude chilienne plus récente par Cornejo et collaborateurs, qui ont confirmé qu'en effet, on a, avec le décubitus ventral par rapport au décubitus dorsal, du recrutement et moins de surdistension. Mais ce qu'ils ont apporté, donc ils ont étendu les résultats déjà connus, en montrant que ces deux effets bénéfiques étaient présents, quel que soit le potentiel de recrutement des patients en décubitus dorsal en réponse à la PEP. C'est-à-dire que ces effets bénéfiques sont présents chez les patients, qu'ils soient faibles recruteurs ou forts recruteurs, lorsqu'ils sont sur le dos, en réponse à une augmentation de pression dans les voies aériennes, secondaire à une augmentation de PEP. Par contre, quand on regarde un autre effet qui est l'atélectroma, donc la recrutabilité intracycle, la succession de recrutement en fin d'inspiration, des recrutements en fin d'expiration, et également au cours du cycle, la surdistension au cours du cycle, cet effet bénéfique existe pour le décubitus ventral, mais essentiellement chez les patients qui ont un fort potentiel de recrutement sur le dos, et lorsqu'ils reçoivent sur le ventre une PEP élevée. Derrière la prévention des lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique, il y a une machinerie biochimique très très importante que Slutsky a qualifiée de biotrauma. Et Laurent Papazian avait montré que ce biotrauma est limité par le décubitus ventral. Il avait montré que les cytokines pro-inflammatoires ont une concentration dans le poumon qui est réduite alors qu'elles ne bougent pas dans le sang après 12 heures de décubitus ventral par rapport à 12 heures de décubitus dorsal. Puis on a cette étude plus récente chez des rongeurs qui montre que le décubitus ventral est capable de moduler l'expression d'une kinase par rapport au décubitus dorsal chez des rats qui sont soumis à une ventilation agressive, 18 minutes par kilo de volume courant, PEP 0, et qu'en outre, donc l'expression de la kinase est également, l'activation de la kinase est modulée par le décubitus ventral. Et dans une deuxième partie de cet article, il y a des souris qui sont KO pour cette kinase et qui, lorsqu'elles reçoivent des grands volumes courants, eh bien, développent une réaction inflammatoire et des lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique très très importante. Donc maintenant, on va passer à l'autre partie, c'est-à-dire le niveau de preuve clinique. Quel est pour le clinicien finalement l'intérêt ? Malgré tous ces bénéfices physiologiques, finalement, au fil du temps, on accumule des bénéfices physiologiques à la mise en décubitus ventral. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour le clinicien, c'est-à-dire en fait pour le malade? Donc on a 5 essais randomisés finalement au fil du temps qui ont été réalisés, ce qui est beaucoup pour une intervention qui au départ était considérée comme un peu cosmétique. Donc ici, vous avez le nombre de patients dans chaque groupe, décubitus dorsal, décubitus ventral, la proportion de patients avec SDRA selon ancienne définition dans chacun des deux groupes, le P sur F à l'inclusion, le volume courant en millilitres par kilo de poids, soit mesuré, soit prédit par la taille, la PEP à l'inclusion, la durée des séances, dont la durée augmente depuis l'essai donc, clé là, de Jordi Manquebo en 2006, et la mortalité donc, dans le groupe décubitus dorsal, dans le groupe décubitus ventral. Et vous voyez que finalement, c'est le dernier essai ici dont on va reparler qui montre de façon isolée une réduction significative de mortalité avec le décubitus ventral. Alors toutes ces études ont eu des limites. Notamment, les 3 premières n'appliquaient pas une ventilation mécanique protectrice, donc des petits volumes courants. Les durées de ventilation mécanique également sont prolongées récemment seulement. La population a été un peu hétérogène, mais tourne finalement au cours du SDRA. Le problème des crossovers, donc un malade randomisé dans le groupe décubitus dorsal, est-ce qu'il peut ou non être mis en décubitus ventral selon certains critères. Donc c'est simplement dans les 2 dernières études que ce n'était pas autorisé, sauf en sauvetage. Et dans notre étude, ce taux de recours au décubitus ventral était le plus bas, donc parmi les différentes études. Alors, Gattinoni avait fait la méta-analyse sur données individuelles des 4 premiers essais pour montrer que, et confirmant la méta-analyse sur données groupées, que finalement on a un effet bénéfique sur la survie dans un sous-groupe de SDRA, ceux qui ont un P sur F inférieur à 100, pas d'effet sur l'ensemble de la population, pas d'effet sur les patients modérément hypoxémiques, donc supérieur à 100 de P sur F. Donc on a réalisé et publié ce 5e essai, donc sur le décubitus ventral au cours du SDRA sévère, en apportant 10 points spécifiques, je dirais. Premièrement, par construction du protocole, le SDRA devait être confirmé au bout de 12-24 heures d'évolution dans le centre. Deuxièmement, à ce stade, il devait y avoir des critères de sévérité, donc avant la définition de Berlin, donc c'était une définition non officielle, donc un P sur F inférieur à 150 avec une FiO d'au moins 60%, une PEP d'au moins 5 cm d'eau et un volume courant de 6 ml par kilo de poids prédit par la taille. Nous avons plusieurs critères, de nombreux critères de non-inclusion qui font que cette population est très très particulière, très sélectionnée. Nous avons appliqué dans les 2 groupes une ventilation mécanique protectrice stricte, puisqu'on avait un volume courant de 6 ml par kilo de poids prédit par la taille dans les 2 groupes au cours de la première semaine.
Dans le groupe décubitus ventral, le décubitus ventral devait être démarré très précocement dans l'heure après la randomisation, et cet objectif a été atteint en moyenne chez les malades, pour des séances qui duraient au moins 16 heures par jour, en moyenne 17 heures. On avait des critères prédéterminés d'arrêt du décubitus ventral. Les crossovers, dont on l'a vu, n'étaient pas autorisés, sauf en cas d'hypoxémie menaçant la survie. L'utilisation des curares a été réalisée dans les deux groupes, et nous avons utilisé des centres qui avaient l'expertise du décubitus ventral depuis de nombreuses années. C'est juste pour montrer que sur les 474 patients randomisés, finalement, ils représentent une toute petite partie des SDRA admis dans la période, 14%, voire 33% chez ceux qu'on a réellement été capable de screener sur ce critère, et que 60% des patients screenés avaient des critères de non-éligibilité compte tenu des critères d'inclusion et non-inclusion. Donc une population très sélectionnée en effet. Donc le résultat principal, il est ici. Donc c'est une réduction significative de mortalité de 32,8% à J28 dans le groupe décubitus dorsal contre 16% dans le groupe décubitus ventral. Et c'est maintenu à J90, 41% dans le groupe décubitus dorsal versus 23,6% dans le groupe décubitus ventral. Et l'effet bénéfique de réduction de mortalité persiste après l'ajustement pour le score de SOFA, qui était légèrement déséquilibré à la randomisation. Ça vous donne une idée donc de l'évolution de la survie de la mortalité au cours du temps, sur les 90 jours que durait le protocole, dans le groupe décubitus ventral en rouge en haut, dorsal en bleu en bas, avec donc un test de Lockrang ici qui était significatif entre les deux groupes en faveur du décubitus ventral. Un point important de cette étude, c'est qu'on a mis en évidence qu'il n'y avait pas de différence d'incidence de complications quand même sérieuses, ayant trait notamment aux voies aériennes, entre les deux groupes, contrairement aux études précédentes qui montraient qu'il y avait plus de complications, de ce genre de complications, en décubitus ventral. Et ça, on a tendance à interpréter ce résultat comme une amélioration progressive des pratiques au cours du temps et la sélection, effectivement, de centres experts. Par contre, ce qu'on a observé, et ça peut sûrement contribuer au résultat final, 2 fois moins d'arrêt cardiaque dans le groupe décubitus ventral par rapport au groupe décubitus dorsal. Avant de conclure, donc, j'ai mis sur cette plaque les essais randomisés contrôlés réalisés dans le domaine du SDRA, large, c'est-à-dire au moins 100 malades par groupe. Et donc, on voit qu'on a 3 interventions à ce jour qui ont un effet bénéfique sur la mortalité, dans le sens d'une réduction. C'est le petit volume courant, c'est l'utilisation des curares dans le contexte des petits volumes courants, et c'est l'utilisation du décubitus ventral dans le contexte du petit volume courant et des curares. Donc, on conclut en disant que finalement, le décubitus ventral réduit la mortalité chez des patients avec SDRA confirmés et sévères. C'était comme ça que notre étude a été désignée et c'est le résultat qu'on a obtenu pour des durées prolongées dans des centres qui ont une expérience avec la technique. Et donc, de ce fait, et en intégrant également les données des méta-analyses, le décubitus ventral devrait être recommandé au cours du SDRA en tant que traitement de première ligne, comme l'avait suggéré Margaret Muir et comme le suggérait également le groupe d'experts de la définition de Berlin.